Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Les médias fabriquent l'opinion, mais qui fabrique les médias? C'est désormais un lieu commun que l'on répète, notamment chez nous aux médias et chez les autres indés. 90% des grands médias en France sont contrôlés par 9 milliardaires. Si le peuple n'est pour l'instant pas en mesure de se les réapproprier sous une forme ou une autre, nous pouvons tout de même porter sur eux un regard critique, vigilant, tout en restant acerbe et pourquoi pas satirique. C'est la raison d'être de l'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard. Mourad Guichard est un journaliste indépendant qui pose un regard tranchant sur les grandes et petites dérives de notre paysage audiovisuel et médiatique. Cette chronique a été dans un premier temps diffusée dans notre quasi-quotidienne d'infos et de combat Toujours debout. Après une période d'incubation, la voici qui prend son autonomie. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau format, effectivement. Aujourd'hui, tu vas évoquer avec nous un pays cauchemardesque. Enfin, cauchemardesque pas pour nous, mais pour des personnages comme Alain Finkielkraut. Mais également comme Éric Zemmour. Je m'appelle Absatou, moi. Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère A eu tort. Voire comme Marine Le Pen. Ce pays, c'est la Belgique, ou plus précisément la Belgique francophone, la Wallonie donc, où il n'y a pas d'équivalent local d'une chaîne d'infos comme CNews, où les médias ne tendent pas complaisamment leur micro à des prêcheurs de haine et où l'extrême droite est quasi inexistante. Comment? Pourquoi? On en parlera, mais on commence par un petit balayage de notre semaine médiatique, un petit zapping façon Moumou. Premier élément de ton zapping Moumou, il est tiré d'une émission que tu affectionnes tout particulièrement, l'heure des pros sur CNews. On regarde. Quand vous venez dans les médias, donner une analyse qui est pertinente, qui est nuancée, qui n'est pas radicale, etc., vous avez beaucoup moins d'écho que si vous dites quelque chose qui est bête. Et donc ça se trouve, c'était tout à fait calculé. Mais je vous le signe, c'était calculé. Mais c'est-à-dire que dans ce monde, pour se faire entendre, faut dire un truc. Faut dire une connerie. Pourquoi ce choix d'extrait, Mourad? Parce qu'on ne se marre pas tous les jours sur CNews. Là, c'est un aveu absolument extraordinaire, puisqu'ils expliquent de manière involontaire la manière dont ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du sérieux, au lieu de rapporter des informations vérifiées, au lieu de faire des reportages, ils vont faire des petites phrases qu'on appelle, ce que je déteste, les punchlines, et ils vont notamment ne pas vérifier l'information, sortir des bobards, voire même de la contre-information. Ils ont été condamnés récemment, je vous rappelle, pour ça. Et donc, c'est assez amusant et assez savoureux de les entendre eux-mêmes se critiquer, apporter une autocritique involontaire, mais qui nous éclaire sur la manière dont ils fonctionnent. Ils ont publié en quelque sorte leur code source. Absolument, et l'ont livré comme ça sans réaliser réellement ce qu'ils faisaient, je pense. Enfin, j'espère pour eux. Tu as décidément tes marottes, tes points fixes, et un de ces points fixes, c'est Ruth Elgrif. La Queen, notre Queen à tous. Alors, il fallait qu'elle intervienne de nouveau en service après-vente. C'est ce qu'elle fait de mieux, je crois. Et là, évidemment, elle s'est penchée sur le cas de Bayrou, qui a été, je le rappelle, qui n'a pas été condamné uniquement au bénéfice du doute, ce qui signifie quand même qu'il y a un doute qui plane sur sa probité. Eh bien, elle, non, elle a foncé tête baissée. Et je vous laisse écouter la manière dont elle assure le service après-vente du patron du Modem. Je voulais vous parler de François Biden. Pourquoi? Biden. Oui, parce que c'est comme ça que l'appellent ses amis. Parce que François Bayrou, il aura 75 ans en 2027, et donc c'est pas très vieux, c'est même pas encore Joe Biden. Et qui est François Bayrou? Mais François Bayrou, c'est l'homme des territoires, c'est l'homme de l'expérience, c'est le sage, c'est celui qui a tout connu, et c'est celui qui a créé Emmanuel Macron. Voilà son idée, en fait, en quelque sorte. Et c'est celui qui a appuyé et donné un moment crucial, l'appui qui a déterminé le passage d'Emmanuel Macron à la victoire. Donc, il considère qu'il a une légitimité formidable à pouvoir rejouer un rôle très important. Je ne parle pas du gouvernement de demain, ça c'est évidemment, mais pour plus tard. Celui qui a créé Emmanuel Macron voudra se présenter comme son exact contraire. Parce que justement, il pense qu'après Emmanuel Macron, on ne cherchera pas ni des jeunes, ni des gens qui lui ressemblent, etc. Et donc, qui? Éventuellement, lui. Donc on verra bien, mais à partir de ce soir, il a un parti, il a de l'argent, il a un siège et il a des fidèles. Tout est possible, même s'il ne le reconnaîtra pas. Mais là-dessus, il a un seul concurrent, Jean Castex. Jean Castex. Dans le portrait robot que je vous ai tracé. D'accord. Voilà.
C'est beau d'avoir une telle avocate. Ah, j'en rêve vraiment. Chaque semaine, je le dis, mais je rêverais qu'elle se penche sur mon cas. Et je ne sais pas où elle trouve, par contre, cette énergie absolument extraordinaire. Et je ne comprends pas que dans l'entourage, on lui dit, on tire pas un peu la manche en lui disant, écoute, lève un peu le pied parce que là, ça va finir par se voir. Bah, ça se voit, mais ça ne lui empêche pas de faire carrière. Alors, le paysage audiovisuel français a trouvé un autre défenseur, pas de François Bayrou, mais de la ministre Amélie Oudéa-Castéra, en dehors de son oncle Alain Duhamel, de son autre oncle Patrice Duhamel, de sa tante Nathalie Saint-Cric ou de son cousin Benjamin Duhamel. Alors là, on se retrouve face à Michel Simès, le très médiatique médecin. D'ailleurs, on se demande à quel moment il exerce réellement la médecine. Donc Michel Simès, vous savez, c'est cet homme qui a un humour de l'oncle un peu lourdingue qu'on retrouve au repas de Noël notamment. Et alors cette vidéo a été très commentée parce qu'il est vraiment venu au secours. On se demande quels sont leurs liens affectifs ou amicaux avec la ministre, tellement c'est dithyrambique. La vidéo a été très commentée, mais pas sur sa chute, puisqu'il appelle, dans la toute dernière phrase, je vous demanderai de tendre l'oreille, il appelle à démettre la ministre de son marocain et parle de l'éducation nationale comme d'un problème. Je vous laisse écouter. Si vous étiez ministre des Sports aujourd'hui, vous prendriez... ministre de la Santé, pas encore le ministre des Sports. Vous prendriez quoi comme mesure ? De laisser la ministre des Sports actuelle en place. Voilà, ça c'est la première mesure que je prendrais. Pourquoi ? Parce que c'est une femme extraordinaire et que je trouve que tout ce que... Alors je sais que vous avez débattu, mais tout ce qu'elle prend dans la gueule aujourd'hui pour ses maladresses, parce que oui, ce sont des maladresses et c'est un problème personnel, elle aurait dû balayer ça rapidement, mais ce qu'elle fait en tant que ministre des Sports est absolument extraordinaire. Moi, je suis au conseil d'administration du COJO, de Paris 2024. Elle est là à chaque fois. Elle travaille comme une folle. Elle nous a accompagnés tout le temps, y compris et surtout dans la grande cause nationale autour du sport et de la santé, enfin, et de l'activité physique. Je pense que c'est une des meilleures ministres des Sports que nous ayons eu. Mais peut-être pas de l'éducation nationale. Peut-être pas de l'éducation. Mais qu'est-ce qui vous révolte aujourd'hui ? Parce que je vous sens en colère. Oui, parce que c'est infernal, quoi. On fait une connerie. Oui, elle avait une maladresse. Oui, il fallait pas qu'elle réponde ce qu'elle a répondu par rapport à ses enfants. Il fallait juste qu'elle dise. Elle a menti. C'est ma vie privée. Elle a peut-être menti par omission ou tout ce que vous voulez. Alors qu'on la débarrasse de ce problème de l'éducation, mais qu'on nous la laisse comme ministre des Jeux Olympiques et du Sport, ça c'est indispensable. Alors finalement, quelque part, c'est pas qu'elle a manqué à ses devoirs vis-à-vis de ses administrés, les enseignants, mais c'est que les enseignants sont de toute façon ingérables et mieux vaudrait pour son bien lui ôter ce fardeau afin qu'elle exerce ses talents au ministère des Sports. Ce qui risque de se passer, d'ailleurs, elle risque d'être dessaisie du ministère de l'Éducation nationale. Oh, voilà, c'est une question d'heure. On regarde tous notre montre pour savoir. Parce que peut-être qu'au moment où nous diffuserons, ce sera déjà fait. Voilà, on va évidemment guetter ça. Alors, on se marre bien également sur le plateau de quelle époque l'émission de Léa Salamé sur France 2. Alors, nous sommes en 2024 et on peut, sur le service public, rire d'un féminicide. Je trouve ça absolument extraordinaire. J'avais souligné à plusieurs reprises que cette émission, qu'à l'époque, était problématique parce qu'elle se situe entre le divertissement et l'information, sauf que c'est fait par des journalistes. Et ces journalistes se gondolent de manière assez régulière sur des sujets que je trouve assez graves. Et en l'occurrence, les féminicides sont des questions dramatiques. Et donc, dans ce Touche pas mon poste, ce TPMP pour Bobo ou Bobof, voilà la manière dont on a accueilli un propos absolument hallucinant de Pierre Arditi concernant sa compagne. Je vous laisse écouter. C'est ma vie. J'ai deux vies dans la vie. C'est le théâtre et Evelyne Bouix, ou Evelyne Bouix, c'est le théâtre. Je peux rien à dire de plus. Si jamais elle me quitte, je la tue. Mais elle ne me quittera pas, car grâce à Dieu, je partirai avant elle. Un extrait que tu as choisi sur LCI où je dirais comment banaliser quelque chose de très grave. J'avoue que j'en suis tombé de ma chaise pratiquement. Nous avons ici la chef du pôle international de l'agence France Presse qui va commenter un assassinat quasiment en direct. Alors c'est un assassinat, c'est même plusieurs assassinats et en théorie, ce sont des membres du Hamas qui ont été abattus sans autre forme de procès par l'armée israélienne. Et elle en rigole, d'une part, et surtout, elle compare ça à une série israélienne, dont j'ignore l'existence, mais une série israélienne. Fauda. Voilà, et elle fait un parallèle que je trouve très choquant pour une journaliste. Ça peut être un moment d'animation ou de divertissement, pour revenir à l'émission de tout à l'heure. Là, on est très sérieusement dans une émission d'information, et je vous laisse écouter la manière dont elle aborde cet assassinat sans autre forme de procès, je le répète.
Alors moi tout d'abord, cette scène filmée, elle est digne de la série télé israélienne Fauda. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais une excellente série israélienne qui a été tournée bien avant le conflit et qui raconte justement, qui met en scène une unité israélienne infiltrée dans le milieu palestinien. Moi j'ai complètement pensé à cette série et finalement elle a quand même de surprenant cette scène qu'on n'est pas habitué finalement à voir ces hommes de l'ombre qui sont chargés d'exécutions extrajudiciaires, parce que là c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas s'ils avaient l'intention de les capturer, mais en tout cas, ils ont fini par les exécuter. Et alors, qui plus est, donc, comme vous l'avez dit, Pierre, dans un lieu qui est censé être sanctuarisé par le droit humanitaire international. Donc, enfin, ce que ça m'inspire, c'est que c'est très étonnant de voir, finalement, en direct, enfin comme ça à l'image, un volet qui est d'habitude extrêmement confidentiel dans les opérations militaires. Et c'est la raison pour laquelle on se souvient que François Hollande avait créé la surprise en confiant à des journalistes qui écrivaient un livre sur sa présidence. Gérard Davet, Fabrice Loeb. Absolument, qu'il avait et lui-même ordonné des exécutions ciblées de djihadistes. Parce que normalement, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. On appelle ça des opérations homo, comme homicide. Et ça, par exemple, pour la France, c'est le service action de la DGSE, de notre renseignement extérieur, ou alors les forces spéciales qui s'en occupent. Et je me souviens bien d'avoir couvert notamment l'exécution du chef de Al-Qaïda au Maghreb islamique, Droukdal, en juin 2020. Et ça avait été réalisé par les forces spéciales françaises. Considérer finalement que l'actualité, la vraie, c'est aussi un peu de la fiction, c'est un jeu d'ombre, c'est quelque chose qui finalement est plus théorique que réel. Ça peut peut-être aider à supporter ou alors à prendre de la distance avec un carnage. Oui, mais nous sommes journalistes, le problème est là. On fait de l'information, on ne fait pas du commentaire léger. Et là, en l'occurrence, on ne sait pas qui a été tué, on ne sait pas dans quelles conditions ça s'est fait, on ne sait pas qui sont les victimes. Et vu le nombre de civils victimes de l'armée israélienne, on prend un peu de distance et on essaye de se calmer un peu sur ces ardeurs et on essaye d'attendre au moins le résultat de l'enquête, si enquête il y a, pour pouvoir donner un avis, quitte à effectivement faire des comparaisons un peu hasardeuses. Je trouve que là, il y a un manque de déontologie, un manque d'éthique de la part de notre consoeur. Et puis, dans la série israélienne Fauda, les membres des services spéciaux israéliens sont héroïsés. C'est une série quand même qui a lieu avant l'attaque du 7 octobre et avant le déchaînement de violence inédit qui a lieu en ce moment à Gaza. Mais surtout, c'est une série qui regarde les choses d'un point de vue israélien et forcément... mettre les deux en parallèle, en quelque sorte, c'est légitimer dans le réel l'action présentée comme héroïque dans la fiction. Et on se rapproche là, Mourad, du sujet du jour avec ce passage d'Alain Finkielkraut qui était l'invité de Frédéric Aziza sur Radio J. Oui, alors c'est toujours cette radio qui pose problème avec donc Aziza qui est beaucoup plus militant, voire partisan que journaliste, et qui somme à chaque fois, je l'avais dit la semaine dernière, ça s'est encore répété, qui somme les invités triés sur le volet, évidemment, à qualifier LFI ou Mélenchon, voire les deux, d'antisémites. Et là, il invite donc Finkielkraut, qui n'en est pas son premier dérapage, donc Finkielkraut, l'écrivain, le philosophe, l'académicien, qui va venir donc dans cette radio communautariste tenir des propos ouvertement racistes. Je vais vous laisser naturellement écouter. Il théorise le fait que, c'est pas une première, mais le fait que LFI aurait choisi de caresser dans le sens du poil les banlieues. Alors les banlieues évidemment habitées par des immigrés, par des musulmans. Et comme ces musulmans et ces immigrés sont forcément antisémites, selon Finkielkraut, ça lui pose un problème, d'autant plus qu'il fait un comptage complètement hallucinant du nombre de juifs en France versus le nombre de musulmans supposés. Et il théorise avec ces mots à lui, le grand remplacement, donc qui est une théorie raciste et complotiste. Je vous laisse écouter ce passage. Évidemment, il n'est pas du tout interrompu, il n'est pas recadré par Aziza, qui, je suppose, partage en grande partie son analyse. Je vous laisse écouter. Je pense qu'il y a un calcul des insoumis, et je ne suis pas le premier à le dire, et un calcul très inquiétant qui prouve, et j'en reviens à la déclaration de Grossman, que les Juifs aujourd'hui ne font pas le poids. La preuve, l'attitude de la France insoumise. 600 000 Juifs en France, bientôt 8, 9, 10 millions de musulmans. Et donc, le choix est fait. Par Mélenchon ? Par Mélenchon.
Alors, un Finkielkraut qui développe la théorie du grand emplacement pépère sur la bande FM ou à la télé, eh ben, il y a un pays où ce n'est pas trop possible, et ce pays s'appelle la Belgique. On a pu se rendre compte à la faveur d'un râteau que l'équipe de Pascal Praud s'est pris à la faveur d'un duplex avec la Belgique. Alors, Mourad, c'est quoi le contexte de ce râteau ? Alors, c'est une équipe en fait de Canal+ qui demande à Paul Magnette, le puissant patron du Parti socialiste de la Belgique francophone, de la Wallonie, qui est par ailleurs bourgmestre, donc maire de Charleroi, et ils vont lui demander une interview. En fait, il va accepter. Pourquoi ne pas répondre à Canal+. Sauf que il réalise, au moment où l'équipe débarque à la mairie, il réalise qu'en fait, ce n'est pas du tout Canal+ qui est là, mais CNews. Et il existe une règle chez nos amis belges qui s'appelle le cordon sanitaire, qui fait que, en gros, et l'un de nos confrères va nous l'expliquer, qui fait qu'en gros, on ne peut pas inviter en direct des membres de l'extrême droite ou des politiques qui prônent des valeurs qui sont antidémocratiques ou des valeurs de haine, de racisme ou de ségrégation. Et donc, très naturellement, le bourgmestre a refusé de leur répondre et leur a effectivement imposé un râteau assez phénoménal. Je vous laisse l'écouter. Vous savez qui est responsable de ce qui se passe là à Charleroi ? C'est vous. Moi ? Oui, vous. Vous personnellement. Ce que vous dites, bien sûr. Écoutez le bourgmestre. Non mais vous, je vous réponds pas. Hein. Ah bon ? Non. Ben non, vous êtes une chaîne d'extrême droite, voilà, et je pense que vous êtes en partie responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire ? Votre chaîne, elle a été condamnée pour haine, incitation à la haine, elle a été condamnée pour incitation à la violence, et nous, ce qu'on vit ici, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est des médias comme les vôtres et des réseaux instrumentalisés sur les réseaux sociaux qui diffusent des fake news, qui diffusent des choses totalement fausses, et qui font qu'on a après des gens qui pensent qu'il n'y a que la violence comme solution. Et donc non, je ne vous réponds pas. Vous avez écouté mes duplex ce matin ? Non, je ne réponds pas. Point. C'est une position de principe. Parce que je pense que vous êtes un média... Bah, voilà, je suis désolé. Moi, on m'a dit que Canal+ venait. On m'a pas dit que CNews venait, donc désolé. Non, mais ça, c'est CNews. Je vois CNews. Donc ça, pour moi, c'est un média d'extrême droite. Et donc, je ne réponds pas à un média d'extrême droite. Voilà. Manifestement, ce monsieur est plein d'intelligence, plein d'intelligence, plein de nuances, plein de qualités intellectuelles, plein de tolérance également. On sent aussi de la culture. Il y a de la culture. Voilà, c'est un homme remarquable. Il est quelle étiquette comme ça en passant ? Je sais pas. Moi, je le verrais bien un peu l'équivalent des Insoumis, non Déjà, c'est la Wallonie, donc c'est... À mon avis, sans vouloir faire... Que ce soit de la gauche. Alors, Mourad, on pourrait dire, ben voilà, c'est une personne qui est intolérante. D'ailleurs, dans Marianne, il y a un article qui dit par haine de la haine, ce bourgmestre, de Charleroi ne veut parler à personne. Il est un peu caricaturé comme cela. Pour en savoir plus sur cette spécificité belge, tu as appelé un journaliste, Fabrice Grosfilet, éditorialiste sur la chaîne régionale BX. Mais avant de l'écouter parler, je voulais quand même que tu me donnes disons ta perception des critiques françaises de cette spécificité belge. Alors, on n'est pas sur deux plans différents, on est aux antipodes, littéralement aux antipodes pour plusieurs raisons. Entre la France et la Belgique, j'entends la France francophone, la Belgique francophone, pardon. Tout simplement parce que ici, d'abord, le Conseil de déontologie du journalisme est né il y a très peu de temps. Il est très, très récent. Il a un pouvoir qui est juste un pouvoir d'avis. Il donne un avis. Il n'a pas de pouvoir de sanction. Et d'autre part, il n'y a pas une culture entre téléspectateurs et médias qu'on retrouve en Wallonie. À savoir que là-bas, par exemple, l'ensemble des médias, y compris des médias qui sont plutôt réac, adhèrent au Conseil de déontologie journalistique. Et donc, il y a une espèce de régulation qui se fait entre les différents professionnels qu'on ne trouve pas ici. Et par ailleurs, en Belgique, visiblement, d'après les éléments que j'ai pu recueillir, le poids des téléspectateurs et le fait que les téléspectateurs se détournent des chaînes qui ne respectent pas les règles fait que ça pèse dans la balance et que ça fait revenir dans le giron les chaînes qui auraient, par exemple, ou les journalistes qui auraient, par exemple, dérapé. Mais je vous propose qu'on écoute Fabrice Grosfilet qui nous explique de l'intérieur comment ça se passe avec ce fameux cordon sanitaire dont on pourrait évidemment rêver pour la France. Je vous laisse écouter. Alors, je pense qu'on est dans un univers politique très différent en Belgique et en particulier en Belgique francophone par rapport à la France, parce qu'on a une extrême droite qui n'est pas très implantée en Belgique. Alors ça peut être dû à la fois à la faiblesse intrinsèque de l'extrême droite chez nous, qui n'a pas réellement de leader
leader, qui n'a pas réussi à se fédérer. On n'a pas eu du tout de dynamique électorale comme on a pu l'observer avec autrefois le Front National et maintenant le Rassemblement National. Donc historiquement, c'est pas du tout la même chose. Électoralement, il y a plus d'élus aujourd'hui côté francophone. Côté flamand, c'est différent. Mais côté francophone, il y a plus d'élus d'extrême droite dans les parlements. Et puis il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Alors il faut dire les cordons sanitaires pour être plus précis. Il y a un cordon sanitaire au niveau politique qu'ont ratifié tous les grands partis côté francophone. Ce cordon politique, il consiste à un engagement de ne pas gouverner avec l'extrême droite, de ne pas favoriser l'adoption de textes qui passeraient grâce aux voix d'extrême droite et même de ne pas s'autoriser de débats publics avec l'extrême droite. Ça, c'est ce qui se passe au niveau politique. Et puis le cordon sanitaire médiatique, là, il y a une définition très précise qui est qu'on ne donne pas la parole en direct à des élus d'extrême droite. Pour être très précis, c'est à des élus qui sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi qui s'appelle ici la loi Moureau et qui est une loi qui sanctionne l'expression du racisme, de la xénophobie et de la négation des génocides. Et donc on considère que toutes les personnes qui seraient susceptibles de tenir des propos allant à l'encontre de cette loi, on ne doit pas les prendre en direct pour ne pas permettre d'expression contraire à cette loi en direct. Ça veut dire qu'on a le droit d'interviewer des gens d'extrême droite, par exemple dans la presse écrite, ça ne pose évidemment pas de problème, et que pour les médias audiovisuels, on ne doit pas le faire en direct de manière à pouvoir faire notre travail de journaliste qui consiste à expliciter les propos, à les remettre dans un contexte, à les démentir s'ils sont manifestement contraires à la vérité, bref, à les encadrer. Et donc, on est dans quelque chose de très, très différent. Tu as aussi contacté Muriel Hanot du comité de déontologie belge, le comité belge de déontologie concernant les médias. Alors oui, parce qu'il fallait naturellement compléter, parce que là, on a eu la partie cordon sanitaire, mais alors comment tout ça s'organise, comment ça s'est organisé au fil du temps, et qu'est-ce qui fait que c'est un véritable succès, puisque, comme l'a précisé notre confrère Fabrice Grosfillet, le résultat, c'est qu'il y a 0 parlementaire d'extrême droite en Wallonie, donc c'est un résultat probant, et tout le monde joue le jeu, mais comment tout ça s'est mis en forme? Je laisse effectivement la parole à Muriel Hanot, la secrétaire générale du Conseil déontologique journalistique belge. La manière dont un conseil de déontologie journalistique s'installe, met à niveau tous les médias d'information qui fonctionnent dans le paysage médiatique concerné. Et en l'occurrence, et c'est la même chose pour la question de ce qu'on appelle le cordon sanitaire médiatique, mais que nous appelons, nous, clause de responsabilité sociale et démocratique des médias, parce que cela repose pour les médias d'information et pour les journalistes sur des principes de déontologie, et ça relève de la responsabilité journalistique et non de la responsabilité politique. Donc il faut bien différencier les choses, même si l'objectif visé peut être identique sur certains points. Le principe de fonctionnement même de cette autorégulation journalistique repose sur le fait que l'ensemble des médias participent au système. Alors pourquoi? Parce que simplement, dans l'autorégulation, les principes déontologiques fonctionnent, ils sont les mêmes pour tous les médias, tous les journalistes, quel que soit le support utilisé. Ça, c'est déjà une chose. Et donc, tout le monde a les mêmes principes de référence, les mêmes bases de référence, ce qui permet au principe d'évoluer en spirale positive. C'est parce que les pratiques déontologiques sont identiques pour tous qu'en référence, on peut évoluer vers le mieux, tandis que quand on a des références différentes, qu'on s'inspire de ses propres règles déontologiques, ben évidemment, chacun fonctionne dans son coin et n'a pas nécessairement le même objectif en tête, et la concurrence ne regarde pas les choses de la même façon. Ici, les principes s'appliquent à tous, et donc, forcément, chacun regarde ce que l'autre fait, regarde ce que le Conseil de déontologie dit des pratiques, et améliore ces pratiques, parce que le référent est le même et que le public s'attend à ce que la mise en œuvre de ces références soit la même partout. Donc l'exigence du public est la même parce que le référent de base est identique pour tout le monde. On a vu un peu comment ça fonctionne en Belgique et finalement tu voulais nous montrer ce qui, si nous adoptions, mais il ne faut pas trop rêver, ce type de réflexe qui a un peu existé quand même à un moment donné, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, le cordon sanitaire existait plus ou moins en France. C'était pas aussi banal que ça de laisser s'exprimer des pensées racistes et cette extrême droite qui finalement nous a submergés. Mais tu voulais nous montrer un exemple type de ce qui a lieu et qui peut être considéré comme
la preuve de la bonne humeur, de la bonne franquette et du débat sans concession. Ces choses-là, donc, qui ne pourraient pas avoir lieu en Belgique. En Belgique, il y a un regard critique de la part des journalistes sur leur propre travail, ce qui est quand même très fort, ce qui n'arrive pas chez nous. Chez nous, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est important, il y a un problème d'autocritique qui est impossible. En France, la critique média ne passe pas, ou passe très mal, on passe pour des donneurs de leçons, on passe pour des chevaliers blancs, et ainsi de suite. Alors qu'eux ont cette humilité de pouvoir regarder leur propre manière de travailler, alors que, au même moment, j'ai croisé un tweet de notre consoeur Françoise Degois, qui répondait à un tweet de Sud Radio. Et ces deux tweets croisés, en fait, parlaient de la bonne humeur qui régnait dans le studio de Sud Radio et la liberté de ton des auditeurs, notamment. Alors, je vais vous inviter à voir ce que c'est cette liberté de ton et qu'est-ce qu'on peut laisser passer sur cette... ça peut être, du moins, parce que c'est pas comme ça tout le temps. Non, c'est pas tout le temps comme ça. Sauf que c'est pas une première et qu'ils ont des invités au profil extrêmement douteux, beaucoup de gens d'extrême droite, des journalistes conspirationnistes, notamment. Et là, nous avons affaire à Céline Pina qui va réagir. Je vous demande vraiment de regarder son visage. Elle est en bas à gauche. Je vous demande de regarder son visage et sa réaction à ce propos absolument raciste qui vise notre consoeur Rokhaya Diallo et qui est d'une lourdeur absolument et d'un racisme absolument consommé. Je vous laisse regarder et surtout, vraiment, je vous demande de jeter un œil à Céline Pina. Ça raconte la liberté, cette fameuse liberté de ton et cette fameuse bonne humeur qui peut régner sur un plateau alors qu'on tient des propos ouvertement racistes. Madame Diallo se plaint de la France. Elle se plaint des Blancs. Mais si aujourd'hui elle est journaliste, je vous rappelle qu'elle a été aussi Young Leader, c'est pas rien. Elle a bénéficié, elle a des awards, tout un tas de choses. Elle est pourvue d'un master qui est à son honneur, ça veut dire qu'elle a été capable d'étudier. Mais elle le doit à l'ouverture d'esprit de notre éducation et de notre pays. Parce que Madame Diallo, elle n'aurait pas bénéficié de tout ce que donne la France. Je crois qu'il y a de fortes chances qu'elle serait en Afrique avec 30 kilos de plus, 15 gosses, en train de piler le Nil par terre et d'attendre que monsieur lui donne son tour entre les 4 autres épouses. Attention, Daniel Obono va vous tomber dessus. Hein. Non mais il suffit de dire que Rokhaya Diallo, et comme vous l'avez dit, a eu de la chance quand même d'être en France et d'avoir une vraie liberté d'expression. Elle est la preuve que la France n'est pas raciste. Voilà, exactement. Merci à vous, Barbara. En gros, selon toi, il y a toujours quelqu'un qui paye le prix de cette fameuse bonne humeur, de cette liberté de ton. On peut quand même considérer que la liberté de ton peut être respectueuse, mais dans ce cas, tu considères que c'est une liberté de ton, une bonne humeur qui a ses boucs émissaires. Oui, d'une part, et puis d'autre part, je trouve que c'est assez problématique qu'on puisse taxer Sud Radio que ce soit une espèce de chaîne, puisque maintenant la télé et la radio sont un peu mélangées, mais que ce soit une station généraliste où règne la bonne humeur, alors qu'on sait très bien qu'elle est orientée politiquement. Il y a une ligne éditoriale qui est très réactionnaire. Je trouve ça un petit peu fort de café. On est vraiment, et je le redis, on est vraiment très très loin d'une possible et d'une souhaitable autocritique comme ça peut se faire chez nos amis belges et wallons. Alors, tu voulais également, nous amener pour la fin de cette émission dans les territoires culturels avec lesquels tu aimes clôturer ta chronique. Et cette fois-ci, tu vas parler de Robespierre. Oui, alors c'est à la fois un hommage aux médias TV, puisque nous sommes dans le quartier de Montreuil qui s'appelle justement Robespierre, pas loin du métro de Robespierre et de la rue Robespierre. Et je voulais parler d'un livre consacré à Robespierre à Paris, en dehors des sentiers battus, qui a été écrit par Jacqueline Grimaud, une institutrice, une enseignante qui est maintenant à la retraite, qui est une passionnée de Robespierre, à tel point que son petit-fils pensait que Robespierre était l'un de ses copains et était toujours en vie. Et donc elle nous raconte, on se balade à la fois chronologiquement dans la vie de Robespierre, mais aussi dans les rues de Paris, dans les quartiers de Paris, avec vraiment une légèreté de plume que j'aime beaucoup. Et c'est le genre d'ouvrage qu'on peut poser, reprendre, qu'on peut lire dans tous les sens. C'est absolument passionnant, ça peut même se lire d'une traite. Et donc c'est Jacqueline Grimaud, Robespierre à Paris en dehors des sentiers battus, et c'est aux éditions Delga. Je vous conseille vraiment, vraiment, que vous aimiez ou pas Robespierre, que vous aimiez ou pas Paris, je vous conseille vraiment ce croisement des deux chemins, vaut le coup d'être lu et parcouru. Un spécialiste de la chronique média qui a une certaine passion pour la guillotine, tu n'arranges pas ton cas. Je sais, mais je suis là aussi pour ça.
Merci à toi, Mourad, et merci à vous d'avoir regardé L'œil de Moumou sur le média, sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Le média, votre média, on le rappelle, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.